Les titres, dernière nouvelle des inondations, la décrue a commencé un petit peu partout, dans le nord. Au sud, la Dordogne fait des siennes. Et attention aux nouvelles pluies qui arrivent demain par l'ouest. Sarajevo sous les bombes, même pour le nouvel an, 6 morts, 30 blessés. Certains tout de même ont tenté de réveillonner. Reportage dans ce journal. 94 qui s'annonce sur une interrogation. La reprise économique sera-t-elle au rendez-vous? 93 a été la plus mauvaise année depuis un demi-siècle en France. Invité de ce journal, Kader Belarbi, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il est la vedette en janvier de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Bonsoir. Et d'abord ce naufrage évité au sud de la Corse. Un cargo mixte a été pris dans une forte tempête dans les Bouches de Bonifacio. Il s'est échoué. Tous les passagers ont heureusement pu être évacués. Anne Poncinet. Le Montestello est finalement la seule victime de l'accident. Depuis 6 heures ce matin, le cargo mixte de la SNCM, gravement atteint, repose sur les rochers de l'îlot Barettini, un récif des Bouches de Bonifacio entre la Corse et la Sardaigne. Les 61 passagers, réveillés par le bruit de l'échouage, ont été réunis par l'équipage dans une salle du bâtiment avant d'être élitreillés un par un en respectant la règle du secours maritime, les femmes et les enfants d'abord. Pour évacuer chaque personne, il fallait plusieurs minutes, bien 5 bonnes minutes pour chaque personne. Alors d'abord les petits-enfants dans des nacelles, et puis ensuite les femmes avec un plongeur, enfin un homme qui faisait à chaque fois le passage. Moi je n'ai pas eu peur du tout, je vous avoue. L'équipage a tout fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions, je n'ai pas du tout paniqué. L'évacuation s'est pourtant déroulée dans des conditions météorologiques défavorables avec des vents soufflant à 140 km/h. L'origine de l'accident reste pour l'instant inconnue. L'éventualité d'une panne de radar a été évoquée, mais sans confirmation. Une commission d'enquête doit être nommée. Le Montestello, lui, passera la nuit prochaine sur son récif. Son ancre a été mouillée pour éviter qu'il ne dérive. Il faudra attendre au moins demain la levée du jour et une accalmie pour pouvoir le remorquer. Le point des inondations maintenant. Attention aux nouvelles pluies qui arrivent par l'ouest, je vous le disais, et Nathalie Riouet vous le confirmera, vous en donnera des nouvelles tout à l'heure. Le fait nouveau du jour, c'est la crue de la Dordogne. Lorraine Cusin, François Privat. Montignac, à l'est de Périgueux, est surtout connu pour ses grottes et non des moindres, celle de Lascaux. Les vieux quartiers ce matin avaient une allure de cité lacustre. La Vézère, affluent de la Dordogne avec un niveau de 5,30 m pour une cote d'alerte de 3,50 m, s'est emparée des caves et rez-de-chaussée de la basse ville. Les pompiers sont intervenus une bonne centaine de fois, mais surtout à titre préventif. Aucun grand dommage n'est à déplorer, malgré les pluies torrentielles de la nuit dernière. La plus spectaculaire des interventions fut l'évacuation de cet hôtel, à Antonne, au nord de Périgueux. Leurs 80 occupants risquaient de fêter le nouvel an avec des pétards un peu humides. Ce soir, la situation reste toujours difficile, mais si les pluies poursuivent leur trêve d'aujourd'hui, aucun danger supplémentaire n'est redouté pour l'instant. Pour le reste, la situation s'est améliorée pour les riverains de l'Oise et de la Seine. En revanche, c'est l'Eure qui continue de monter. Caroline Laudrin et Hervé Pozzo sont allés dans le bassin de l'Oise, 10 cm de décrue, quand les inondations deviennent attraction. La crue de l'Oise n'est pas une crue record, mais elle méritait au moins quelques photos. C'est en famille, équipée d'appareils et de caméras, que l'on est venu assister au spectacle de la montée de l'eau et voir évoluer les pompiers en manœuvre. Pour moi, c'est un souvenir, parce que j'ai connu ça beaucoup plus haut. On espère bien pas revoir ça Tito quand même. Ça sera agréable de ne pas le revoir. De le garder en souvenir, c'est pas désagréable non plus. Voilà, c'est tout. Il y a un peu de curiosité. Si pour certains la crue est un but de promenade, pour d'autres, elle est synonyme d'exode. À quelques kilomètres de là, les rues de Valmondois sont silencieuses, les maisons sont vides, ils ont tous dû partir. Lundi dernier, les pompiers les ont prévenus qu'ils avaient 1 heure pour évacuer leur domicile. À présent, ils attendent avec inquiétude que l'eau veuille bien les laisser rentrer chez eux. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que c'est descendu d'à peu près 10 cm. Il faut attendre que de toute façon l'eau soit complètement partie des habitations pour que l'on puisse envisager des opérations d'épuisement, pour qu'on puisse mettre en œuvre nos moyens de pompage. Le niveau de l'eau devra baisser encore de 50 cm avant que les travaux puissent être entrepris. Dans le Val d'Oise, 1500 pavillons sont touchés. Côté pompiers, tout est prêt pour entamer les travaux de pompage. Il ne reste plus à attendre qu'une seule chose, la décrue. Mais l'arrivée de la nouvelle année, c'est aussi la fête, les paillettes, les lumières et la nuit, comme hier soir, par exemple, aux Champs-Élysées à Paris. Là, c'est une véritable marée humaine qui est montée à l'assaut de l'Arc de Triomphe.
On estime que 500 000 personnes ont manifesté leur joie sur la plus fameuse avenue du monde. Les champs avaient été fermés aux voitures, mais 2500 policiers avaient tout de même été mobilisés pour veiller sur la sécurité des Parisiens cette nuit. Pour le reste, la fête s'est déroulée dans la tradition. Pascal Doucet-Bon et Denis Pardano ont fait la tournée des Grands-Ducs, la rue, les hôtels chics, les restaurants, les boîtes. Mais est-ce que tu as envoyé les 2 trilogies de foie gras? Oui. Oui? Alors, 2 trilogies sont parties. Le verbe et le goût. Pas question de plaisanter en cuisine. Bernard Fournier a mis 1 mois à concevoir son menu de réveillon et ne supportera aucune imprécision. Comme dans la plupart des restaurants gastronomiques, 3 répétitions ont été nécessaires. Quant à la mise en place proprement dite, elle a commencé dès hier. Les forçats du bon goût penseront plus tard à leur propre réveillon. Avoir vu et fait pendant des heures autour de l'alchimie de la cuisine, de ses senteurs, on a déjà réveillonné par les goûts et par les saveurs. Alors on attend le lendemain pour faire un bon repas. Un tel sacerdoce n'appelle pas la ripaille, mais bien l'élégante et discrète dégustation. La fête bruyante, c'est pour plus tard, à condition de pouvoir encore danser après les 3 foie gras, le filet de cendre que d'écrevisses, le lièvre à la royale, etc. Etc. Après un bon repas comme ça, on n'est plus d'âge à aller danser, vous savez. Fini ça, hein. Alors comme les parents sont rentrés se coucher, ce sont les rejetons qui prolongent la fête. Voici les très branchés bains-douches, où les touristes italiens ont remplacé les stars. Décidément, la Saint-Sylvestre n'est plus ce qu'elle était. Terminons avec le Palace, sa musique techno et ses airs de décadence hilar. Quant au message des fêtards, il n'a rien de très compliqué. Le voici sans commentaire, avec nos meilleurs vœux. Solidarité aussi pour ce nouvel an. Par exemple, à Helem, dans la banlieue de Lille, dans le Nord, le centre d'hébergement d'urgence accueillait des SDF. Nathalie Delay, Jean-Christophe Raxi, réveillon sans illusion. Au menu pour le réveillon du Nouvel An, boudin blanc, gigot accompagné de flageolets et tarte maison. Un repas amélioré, des bénévoles pour aider pendant la soirée, un peu de musique, beaucoup de chaleur, et les gens de la rue qui essaient de fêter dignement la fin de l'année, comme tout le monde, ou presque. C'est aussi bien que d'être à la rue et être tout seul. Ça m'est arrivé l'année dernière. Noël Nouvel An, j'ai passé dans la rue à faire la manche. Donc je suis aussi bien ici, je trouve. Hommes et femmes en perdition se sont trouvés un domicile fixe, au moins pour le temps d'une nuit de fête. Ils l'affirment eux-mêmes, on peut malgré tout s'amuser pour l'année qui s'achève, on doit s'amuser pour l'arrivée de la nouvelle, mais il faut que l'ambiance soit bonne et que chacun y croit. Pour moi, tous ceux qui sont ici, aussi bien les hommes que les femmes, pour moi c'est ma famille. Je suis content, bon, peut-être qu'on a des prises de gueule de temps en temps, l'un ou l'autre, bon, sans gueule, mais ça va plus loin. Tandis que mes parents, ils s'en foutent pas mal de moi, ils m'ont même pas invité pour aller faire Noël chez eux. Ils habitent pas loin, ils habitent sur la rue Etienne Doré. Ils auraient pu me dire, je vais inviter mon fils. Bon les mecs, ça vous présente tous, hein. Les portes des... Ici, l'établissement d'accueil d'urgence pour SDF s'appelle les Portes du Soleil. Et par décence, on ne prononce pas de vœux pour 94. Plusieurs réactions aux vœux du président Mitterrand hier soir. Je vous rappelle que le chef de l'État a beaucoup parlé du chômage en suggérant la mise en chantier d'un nouveau contrat social entre syndicats et patronat. Pour Jean-François Degnaud de l'UDF, il n'y a pas d'idée nouvelle et sur ce thème-là, dit-il, tout le monde est d'accord, évidemment. Réaction donnée à Europe 1, comme celle de Jean Glavany du Parti socialiste qui, lui, espère que le gouvernement entendra le message du chef de l'État. Au cœur du problème, la crise économique qui a sévi en 1993, c'est même la plus sérieuse que la France ait connue depuis un demi-siècle. Pour la première fois, en effet, il y a eu une croissance négative. En 1994, la reprise va-t-elle s'amorcer? Florence Duprat, enquête. Entre cotillons et serpentins, les boursiers nous annoncent la reprise pour 1994. À l'occasion du Nouvel An, ils se sont offerts un feu d'artifice de records historiques. La bourse a gagné 22% en un an, c'est la fête. Les conjoncturistes sont beaucoup moins euphoriques. On peut penser que le redémarrage va être lent, il va être solide, mais en tous les cas pas spectaculaire, si bien que
la sortie de la récession va être sûrement très lente. La croissance, aux alentours de 1% selon les prévisions, ne permettra pas d'améliorer la situation de l'emploi. Le taux de chômage pourrait même dépasser les 12,5% de la population active d'ici à la fin de l'année. Car les entreprises n'ont pas fini de boucler leurs plans sociaux. En guise d'étrenne, Renault vient d'annoncer 2109 suppressions de postes. Peur de se retrouver sans travail, les Français se serrent la ceinture. Ils ont dépensé 100 milliards de francs de moins en 93 par rapport à 92. Les bas de laine sont plus garnis que les caddies, mais ils se sont un peu vidés au moment des fêtes. Alors les fourmis vont-elles enfin redevenir cigales? Les gens ont de l'argent. Il y a un moment où quand même les gens vont reprendre le chemin des supermarchés pour renouveler leur télévision, renouveler leur frigidaire. Donc je crois qu'il y a un peu un aspect mécanique, l'aspect cyclique, et on devrait avoir une reprise quand même en 94. Reprise, certes, mais pas avant le deuxième semestre et dans certains secteurs seulement. On peut penser la construction, l'automobile, les grands travaux. Alors, pour être sur les rails, la France va devoir accrocher ses wagons aux locomotives qui ont déjà démarré, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Bill Clinton lui aussi a présenté ses vœux à la nation. Il s'est réjoui justement de la reprise économique aux États-Unis, tout en soulignant la nécessité de bien des efforts encore. L'Europe qui change de visage au 1er janvier 1994, entrée en fonction de l'Institut monétaire européen par exemple, et puis aussi changement de présidence qui passe à la Grèce. Renaud Fézaguet. C'était il y a 10 jours à Athènes. Un chauffeur d'autocar menaçait de se suicider pour dénoncer la nationalisation de sa compagnie de bus par les socialistes grecs. Une petite idée des difficultés qui attendent Andrea Papandréou et son gouvernement à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce sont eux en effet qui coordonnent la politique européenne pour 6 mois. 6 mois pour 3 dossiers brûlants. Premièrement, l'Europe à 16. L'Autriche, la Suède, la Finlande et la Norvège frappent avec insistance à la porte de l'Union. Au 1er mars, leur adhésion devrait être bouclée. Pour les faire patienter, un espace économique de libre-échange est mis en place aujourd'hui, un peu à l'image de ce que Clinton a fait avec le Mexique et le Canada. Même course de vitesse pour les accords de Schengen. Ils devraient s'appliquer le 1er février prochain pour permettre la libre circulation des personnes et des marchandises. Mais là, il y aura sans doute du retard. Troisième problème, les sous, avec l'installation de l'Institut monétaire européen à Francfort. Sa mission, imposer l'écu comme monnaie unique en 1999 au plus tard. Pour corriger son image de pays bavard, dépensier et provocateur, la Grèce devra faire preuve de zèle, du grec zélos. Elle envisage d'ailleurs une conférence sur le chômage en avril, un minimum pour les 16 millions de sans-emploi qui tentent de survivre sous la bannière étoilée de l'Europe. Sarajevo maintenant, la honte de tous les pays occidentaux. Pendant que Barbara Hendricks donnait un concert de solidarité dans la capitale bosniaque, les tirs au hasard des Serbes n'ont pas cessé, faisant au moins 6 morts et plus d'une trentaine de blessés. Pour comprendre ce qui se passe tous les jours là-bas, regardez ce document que nous avons reçu tout à l'heure. Une vie volée à l'aube du premier jour de l'année 94, sans commentaire. Ellie! Never leg, son. Never leg. Okay. Slow. Here. Let him take her. Here, go down and open the back of our car. Let's get it. Hurry up. Or we'll put her in the back of yours, son. Yeah, wait. Yeah. Bring the car up. Come on. You're down and feeding him from the... Go there, you are. Un peu plus tôt, dans cette nuit cruelle, les jeunes de Sarajevo tentaient malgré tout de fêter à leur manière la nouvelle année. Aubrier de l'Air, Dominique Merlin, Jean-Baptiste Palassi, reportage. Le café ne pète pas de mine, perdu dans l'une des ruelles du quartier populaire de Biélavé. Réouvert depuis un mois, ce sont surtout des étudiants qui s'y retrouvent. Hier soir, ils étaient une trentaine, invités du patron qui avait bien fait les choses. Bière, whisky, vodka pour une quarantaine de francs le verre, charcuterie, fromage, pâtisserie offerts par la maison. Comme ailleurs, l'atmosphère un peu coincée, plutôt triste au départ, va se détendre au fil des verres.
Chacun se laisse emmener par les variétés bosniaques d'avant-guerre, souvent kitsch mais toujours nostalgiques, et c'est un peu d'Orient qui nous revient soudain. On ne s'y attendait pas, mais il y avait tout de même un peu de joie quand minuit a sonné à Sarajevo. Bien sûr qu'on a envie de faire la fête. Même après 3 mois de guerre, on avait déjà besoin de se faire plaisir, avec comme seule condition de rester en vie. Mais c'est vrai qu'on ne mange pas assez pour tenir tard le soir comme avant. Des enfants doivent naître cette nuit à Sarajevo. Que pouvez-vous leur souhaiter en cette nouvelle année? Je leur souhaite de tout mon cœur de partir ailleurs. Ici, c'est de pire en pire. On ne peut que leur souhaiter d'être évacués pour vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre tous les 50 ans. Finalement, aucun enfant n'est venu au monde la nuit dernière à Sarajevo. Ce sera peut-être pour ce soir. De toute façon, l'on sait bien ici que le temps ne manquera malheureusement pas pour refaire des vœux de bonheur et de paix. Valéry Giscard d'Estaing est élu aussi en Bosnie aujourd'hui. L'ancien président de la République s'était rendu hier dans la capitale, dans la poche de Bihac pour rendre visite au casque bleu français. Et puis aujourd'hui, l'ancien président est arrivé donc à Sarajevo. Il était accueilli d'ailleurs par Bernard Kouchner et Barbara Hendricks, ceux-là même donc qui avaient organisé hier ce concert de solidarité avec l'orchestre symphonique de Sarajevo. Des vœux encore, ceux du pape Jean-Paul II. Il a parlé du cauchemar de la crise économique et des conflits fratricides qui ne s'apaisent pas. Il pensait bien sûr à l'ex-Yougoslavie. Le Saint-Père a souligné l'importance du rôle de la famille pour la construction de la paix. Voilà, on va changer de rubrique complètement maintenant, mais pas de ville. Les Italiens ont fêté à Rome à leur manière la Saint-Sylvestre. Pétards, feux d'artifice bien sûr, et coups de feu aussi. Mais aussi ce matin, un plongeon dans le Tibre. Regardez-les. L'eau bien sûr est un petit peu glacée, alors il faut être audacieux, mais tout de même, on y va. Voilà, il faut un peu de courage, c'est tout. Sachez tout de même que dans le sud de l'Italie, une pétarade a fait aussi 4 morts et il y a eu plusieurs centaines de blessés dans toute l'Italie à cause des pétards et des coups de feu. Autre nouvelle du jour de l'an, les vendanges ont commencé en Australie. C'est normal, c'est de l'autre côté de la Terre. Plus étrange, les vendanges de la Saint-Sylvestre en France, dans le Gers, à Viella. Arnaud Boutet, Christophe Cadeau, c'est une vieille tradition. Chandelle, foie gras et au départ, un dîner de réveillon classique. Seule particularité, il est 23 h et on presse un peu la cadence. Eux ne finiront pas leur assiette. Tabliers, sécateurs, ils partent tout simplement travailler, direction la vigne. Il est minuit, dans 5 minutes nous commencerons donc à vendanger. Laissez les quelques raisins qui auraient pu être un petit peu abîmés par les conditions climatiques exceptionnelles. Une trentaine de vendangeurs répartis sur 4 hectares. Au bout des parcelles, le millésime de la Saint-Sylvestre. Symbolique, quelques 9000 bouteilles pour la fierté gasconne. Pourquoi pas renouveler les vendanges et faire un petit clin d'œil à la population en disant tiens, les Gascons sont les plus vaillants au monde. Ils vendangent le dernier jour à la dernière heure, ils travaillent dernier jour à la dernière heure et ils sont les premiers au travail. Le Pacherinck nécessite des vendanges tardives. Au pied des Pyrénées, le climat continental favorise la conservation du fruit. Un raisin surmûri pile pour le réveillon. Quand on les goûte, on retrouve un goût de miel et de fruits exotiques qui est extraordinaire. C'est fabuleux. Mais pour tenir jusqu'aux vendanges, il faut sortir les armes. Ce canon chasse les grives, merles ou étourneaux. Une vigilance accrue pour sauver les dernières grappes de l'année et tous les moyens sont bons. C'est étonnant. Et dans les images étranges de cette année 94 qui commence, celle-ci encore, c'est en Floride. Les Américains ne reculent devant aucun sacrifice à West Palm Beach. L'hôtel était vieux. On a attendu le 12e coup de minuit pour, regardez, pour faire sauter l'hôtel, tout simplement. Voilà. C'est tellement plus joli. Le sport, Paris-Dakar, où les concurrents entrent dans le désert. C'était l'étape Agadir-Tantan, le long de l'Atlantique. Les ZX Citroën ont confirmé, c'est toujours l'Arctique qui est en tête au classement général. Thierry Blanco. Non, nous ne sommes pas encore sur la plage de Dakar, mais celle d'Agadir était tellement belle ce matin qu'elle valait bien un départ en ligne.
Oui, mais voilà, il ne fallait pas la quitter cette ligne, surtout lorsqu'un gendarme d'opérette vous indique la mauvaise direction. Résultat, un balai désordonné de motards égarés. Sur le Dakar, ça s'appelle jardiner. Mauvais jardinier, l'Espagnol Shteori qui perd sa place de leader. Il a tourné en rond, lui, plus d'une demi-heure. La bonne affaire de toute façon pour un autre Espagnol, Carlos Mas en rouge, redonne un nouvel élan au Dakar. Il devance l'Italien Orioli, Arcarons, un autre Espagnol, est troisième, Wagner, premier Français, quatrième. Et puis, il y a eu des chutes. Allô maman Bobo, une mauvaise blague pour Didier Maman, numéro 9, clavicule cassée. Laurent Charbonnel, lui, s'est luxé la clavicule. Chez les autos, Festival Citroën. Oriol, vainqueur ce matin, ça use une victoire. L'Artigue, premier ce soir à Tantan et leader du classement général, carton plein pour les rouges. Et puis pour terminer, cette voiture sauteuse qui a bien failli s'arrêter là, dur. Grande soirée et aussi nuit du sport sur France 2, toute la nuit de minuit à 5h du matin, une grande rétrospective des événements sportifs de 93. Et puis auparavant, à 22h25, Patrick Chen présentera en direct de la Plagne les trophées des sports. On retrouve Patrick tout de suite. Et oui Hervé, c'est une image assez insolite que je vous propose. Nous sommes en répétition. Dans un peu moins de 2 heures maintenant auront lieu les trophées de France 2. Vous savez que le service des sports de France 2 aime honorer les sportifs qui vous emballent tout au long de la saison. Alors c'est au sein d'une descente au flambeau que nous allons vous offrir le générique de l'émission aux alentours de 22h20. Alors soyez avec nous, il y aura du beau monde. David Douillet, champion du monde des poids lourds de judo. À côté de moi, Olivier Roumain, le capitaine de l'équipe de France de rugby qui a battu les Australiens, les champions du monde, et qui a gagné le tournoi des 5 nations. Mais il y aura bien d'autres champions, il y en aura 60, tous les champions du monde, tous les champions d'Europe, tous les grands médaillés de cette année sportive, ils seront tous avec nous, ici à La Plagne, ou du côté de Tantan, où nous rejoindrons Gérard Holtz et d'autres champions. Philippe Sella, recordman du monde des sélections en équipe nationale de rugby. Gilbert Duclos-Lassalle, vainqueur de Paris, Paris-Roubaix, j'allais dire Paris-Dakar. Voilà, on est en pleine préparation, on travaille pour vous offrir, je l'espère, un très beau spectacle à 22h20. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Patrick, c'est à 22h20, j'allais le répéter encore. Voilà, la danse maintenant avec notre invité, je vous l'ai présenté dans les titres, c'est Kader Belharbi. Bonsoir Kader. Bonsoir. Alors vous faites l'actualité de ce mois de janvier puisque vous reprenez Casse-Noisette de Tchaïkovski à l'Opéra de Paris. C'est un rôle très très important. Alors ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr c'est un ballet très classique, mais c'est une chorégraphie de John Nemeyer qui est un peu particulière. Oui, disons que c'est une relecture. C'est un ballet qui est autobiographique de la part de John Nemeyer, où là, il y a une vision de Marie, qui est une jeune enfant qui va avoir 12 ans, le jour de son anniversaire, où le fameux Drosselmeyer, qui est Marius Petipa, va arriver et va essayer de l'initier à la danse. C'est-à-dire que c'est un petit peu la danse dans un ballet. Exactement. Ce qui n'était pas au départ Casse-Noisette, pas tout à fait. Non, c'est vraiment, ça s'écarte un petit peu des contes d'Hoffmann. C'est, disons, le rêve éveillé, une enfant qui va découvrir toute la magie du théâtre, toute la magie de la danse, et la démonstration vraiment académique du ballet. Alors vous jouez le rôle titre, Drosselmeyer, qui est-il? Drosselmeyer, c'est un personnage qui est complètement excentrique, mais excentrique dans le sens de isolé dans son univers de la danse, qui est donc décalé par rapport à cette bourgeoisie qu'il découvre donc au premier acte. On voit tout de suite d'ailleurs un extrait, Kader Belharbi, dans Drosselmeyer, Casse-Noisette. Et avec les moustaches, Kader. Oui. Ça veut dire qu'en fait, Nemeyer a un peu tiré aussi Casse-Noisette vers la comédie. Oui, complètement. Ce premier acte, c'est vraiment pour essayer de définir un petit peu toute cette bourgeoisie du début du siècle. Et là, le personnage, c'est Petipa avec ses moustaches, avec cette coiffure aussi d'époque. Et toute cette bourgeoisie autour, et vraiment, il y a une excentricité de ce personnage qui est vraiment donc décalé par rapport à cette bourgeoisie. C'est un rôle important qui était quand même dansé par les plus grands danseurs, par Nureyev, par Baryshnikov. Baryshnikov, c'est lui que je cherchais. Quel effet ça vous fait de leur succéder?
Écoutez, je crois qu'à chaque fois, bon, c'est vrai, on a des images qui restent, des souvenirs. Je crois que bon, il y a une interprétation qui s'inspire d'eux et en même temps qui évolue, qui va autre part. Dans une interview récemment, Oui. vous avez dit, on vous demandait qui aimeriez-vous être dans l'absolu, et vous avez répondu moi-même. Ça veut dire que vous regrettez pas les 20 ans que vous avez consacrés, ça fait plus de 20 ans maintenant, vous consacrez entièrement à la danse. Est-ce que ça ne vous a pas coupé du monde? Je dirais non, parce que finalement, la danse, pour moi, c'est une leçon de la vie. Je crois qu'à travers la danse, on apprend énormément dans la vie. C'est une discipline très dure, et je crois qu'il y a toujours référence à la vie. On a besoin d'ailleurs de la vie pour s'enrichir dans la danse, et puis inversement aussi. Vous avez dansé avec des gens très contemporains, comme Bagouette, comme Maggie Marin. Alors, qu'est-ce que vous préférez, le classique, comme Casse-Noisette, ou bien alors la danse très contemporaine? Ben, disons que j'essaye de rester un petit peu dans l'optique qu'est l'Opéra de Paris, c'est d'avoir un registre qui puisse être assez large. Donc de pouvoir passer de la tradition, je dirais une chose qui est beaucoup plus classique et peut-être contemporaine comme Maggie Marin ou Forsyth, ou revenir bon, à Gisèle, le Lac des Cygnes, etc. On vous souhaite beaucoup de succès. Juste un mot encore pour dire qu'en janvier, vous allez faire avec d'autres danseurs 2 galas à Lyon et à Grenoble pour le sida, c'est ça? Voilà, le 15 janvier à Grenoble et le 16 janvier à Lyon. Merci Kader Bellaoui. Rentrée chargée en matière de cinéma, janvier s'annonce riche. Mercredi prochain, sortie par exemple de L'Armée des Ténèbres, un film américain de Sam Raimi. Les amateurs de fantastique le connaissent très bien puisqu'il avait déjà signé Evil Dead 1 et 2, deux films qui étaient donc déjà très connus. Voici le 3e opus, version parodique, Pascal Deschamps. L'Armée des Ténèbres ou les suites des aventures d'un modeste vendeur de supermarché qui se retrouve plongé avec sa voiture en plein Moyen-Âge. Les visiteurs version cauchemardesque, car ce jacouille maladroit made in USA va avoir quelques difficultés à retourner au XXe siècle. The book from its cradle, you must recite the words Klaatu, Berata, Nikto. Klaatu, Berata, Nikto. Again! I got it, I got it! Mais s'il avait dit la bonne formule, il n'y aurait pas eu de film, comme on dit. Klaatu, Berata. Se trompant, notre héros malgré lui va réveiller les morts, et pas des gentils, une armée de squelettes revanchards, bien décidés à faire la peau au moindre mortel. C'est malin. Oui, mais c'est un héros complètement idiot en fait. C'est pour que n'importe quel spectateur du film se sente beaucoup plus intelligent que lui. Derrière ses lunettes noires et ses créneaux de carton-pâte se cache le responsable de tout ça, Sam Raimi, qui avoue sous la torture ne pas vouloir délivrer de messages philosophiques. Moi je vais vous dire, j'adore faire peur aux gens, c'est plutôt terre-à-terre comme idéal, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et dans ce 3e volet de la saga Evil Dead, Sam Raimi s'est bien amusé. Mais pour la première fois, il a multiplié les gags. Et si l'on frémit parfois, on rit souvent. Âme sensible donc, ne pas s'abstenir. Bref, avec l'Armée des Ténèbres, Sam Raimi ne ménage ni nos nerfs ni nos zygomatiques, un ton nouveau qui devrait lui permettre de toucher, outre les fans de fantastique, le grand public. Danse encore aussitôt après ce journal, beaucoup moins classique que Casse-Noisette dont nous parlions à l'instant. Mireille Dumas sera aux Folies Bergères autour du spectacle Fou des Folies, la nouvelle revue d'Alfredo Arias, extrait. Les Folies Bergères sont un livre d'images inoubliable. Il en est une qui scintillera toujours dans nos mémoires, c'est celle de la femme nue. Vous ne dites pas un mot tout au cours du spectacle, ça ne vous dérange pas d'être des hommes objets? Non, parce qu'on n'est pas chanteur. On n'est pas chanteur, on n'a pas ce talent-là, donc bon, nous, le seul truc qu'on peut avoir, c'est le physique un petit peu, qui est un peu différent. Après, Donc, on nous a choisi pour ça. On nous a choisi pour ça, et puis bon, c'est pas désagréable de travailler dans ce milieu-là, c'est sympa, quoi. En plus, il y a des belles nanas. It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Gardin ou Saint-Laurent, de la place Vendôme-Louvre, joyeux balbalassons les fleurs qui s'entrouvent sur les lèvres des savants. Every day in Paris is Sunday, every girl in Paris wants to know for the life of Paris. Voilà, rendez-vous donc dans quelques minutes pour ce spectacle, aussitôt après la pub et la météo de Nathalie Riouet qui annonce, je vous l'ai dit, de la pluie et du vent venus de l'ouest. Bonne soirée sur France 2, à demain, 13h et 20h.